Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié la pause, le premier talk et que vous êtes prêts. Vous allez entendre et écouter Aurélien Moreau et Nicolas Lavacry, qui sont architectes à la Casdin et qui vont vous parler d'architecture multi-Kubernetes, multi-région et de leurs petits problèmes à la Casdin. Merci de les accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence dans laquelle on va parler de multi-Kubernetes, de multi-régions et de toutes les problématiques qu'on peut avoir avec ce type d'architecture. Du coup, la salle est super belle en plus, c'est vraiment magnifique. Donc on va commencer par se présenter. Donc moi je suis Nicolas Lavacry, je suis architecte à la Casdin. Donc la Casdin, c'est la banque des agents de la fonction publique et on fait partie du groupe BPCE. Et moi, je suis Aurélien Moreau et je suis Head of DevOps à Takima. Et je suis aussi dans l'équipe de Nico en tant que consultant à la Casdin dans l'équipe Archi. Voilà, et donc à la Casdin, on a décidé de faire du cube, donc pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici. Mais ça tombait bien, parce qu'Aurel nous avait rejoint et il en avait fait un petit peu jusque-là. Ouais, j'avais fait un petit peu de cube, j'ai fait un peu quelques années de Kubernetes avant d'aller à la Casdin. Et on a commencé par un petit projet de refonte de la CI. Et à un moment donné, il a fallu aller en production avec Kubernetes, parce que ça marchait bien. Et du coup, on s'est posé plein de questions sur comment on allait faire ça, quelle architecture on allait mettre en place. Et donc aujourd'hui, on va vous dévoiler tout ça, toute l'architecture de la Casdin, vraiment tout ce qu'on a mis en place, le multi-Kubernetes, le multi-région. Je t'arrête, le RSSI ne va pas être d'accord. Ah bon? Non, parce qu'on est dans le bancaire, donc on ne va pas pouvoir parler de tout ça. Ouais, enfin, les gens, ils sont là pour ça, il me semble. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, désolé, fin de la conférence. On peut parler de notre projet perso, peut-être. Ah, notre projet perso? Ouais, tu crois qu'il est mature, là, le projet perso? Oui, je pense, ouais. Ça ressemble un peu. Ok, on va pas vous parler de la Casdin, mais on va vous parler d'un projet qu'on a fait avec Nico, c'est la Casdal. Alors, on n'est pas dans le bancaire, on est dans le sandwich, nous. Voilà. Mais du coup, il y a des trucs secrets aussi, donc il y a un peu les mêmes archis. Voilà, et donc on va se représenter. Donc Nicolas Lavacry, cofondateur de la Casdal. Et Aurélien Moreau, cofondateur avec Nico de la Casdal. Voilà, on fait de très bons sandwichs. Donc on va reprendre un peu les bases. Et comme on est à Nantes, on sait qu'avec les régions, il peut y avoir des problèmes. On va redéfinir ce qu'est une région. Donc une région, c'est ça, c'est une zone géographique. C'est assez simple à gérer. Quand on commence pas si simple finalement. Voilà, pas si simple finalement. Mais quand on a plusieurs régions, c'est là qu'on veut faire travailler ensemble. C'est là qu'on peut rencontrer des soucis de latence, par exemple. Dans une région, quand on zoome, on va trouver des availability zones, qu'on va appeler AZ. Pour la suite. Voilà, pour la suite, ce sera plus simple pour moi. Donc, c'est apparenté à des data centers isolés. Donc, à Paris, on a 3 AZ, etc. Et donc, pourquoi j'aurais besoin de plusieurs régions, Aurel ? Il y a plein de raisons pourquoi on a besoin de plusieurs régions. Alors, on peut avoir besoin de plusieurs régions pour plusieurs raisons, notamment la latence dont parlait Nico. On veut peut-être être au plus près de nos utilisateurs et que les sites soient au plus près des point of presence. On peut avoir besoin de multi-régions pour de la tolérance à la panne, par exemple, pour du disaster recovery, pour des upgrades dans nos différentes régions, par exemple, ou tout simplement, on en parle beaucoup aussi, pour des problèmes de compliance, de souveraineté. Où est-ce qu'on met les datas? Dans quelle région du monde on va placer nos datas? Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on va faire du multi-région. Ok, donc il y en a beaucoup, mais comment je peux savoir ce qui est important pour moi? Ouais, c'est vrai que c'est aussi la question. On a mis plein de trucs, mais il y a peut-être des choses, ça ne nous concerne pas du tout. Et bien, ce qu'on va faire, on va lister tous les points ici, qui ne sont pas exhaustifs, et on va prendre par exemple la tolérance à la panne, l'AHA. Qu'est-ce que c'est la tolérance à la panne? Si on a un service A, par exemple, qui est disponible à 99%, okay, on a un SLO, un service level objectif de 99%. Eh ben, on peut se dire, ok, est-ce que ça c'est ok pour notre service d'être disponible à 99%? 99%, si on traduit ça en nombre de jours, pour être vraiment concret, c'est quand même 3,65 jours d'indispo par an. Et est-ce que ça, c'est acceptable? Presque 4 jours d'indispo, est-ce que c'est acceptable? Si ce n'est pas OK pour vous, en fait, vous allez faire évoluer votre architecture et vous allez vous dire, ce service, on va mettre de la haute disponibilité, donc souvent, on va redonder ce service. Et donc, on va mettre 2 services disponibles à 99%,
Et la magie des mathématiques nous dit que de service à 99%, au global, il est disponible à 99,99%. Donc là, on a gagné 2,9 après la virgule, et ça, en termes d'indispo, c'est 48 minutes d'indispo par an. Et ça, peut-être que c'est mieux. On peut se dire, OK, pour notre service, c'est peut-être mieux. Mais du coup, on a quand même rajouté de la complexité à notre architecture. Donc, il y a des questions à se poser pour chacune des raisons, en fait, des contraintes qu'on a pour notre applicatif. Alors après, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à la CASDAL, moi, je suis monsieur contrainte. Donc, par rapport à tout ce que tu as listé, donc déjà, on va être en multi-région parce qu'on a un marché aux États-Unis. Ouais. Donc, on va avoir besoin de gérer la latence. La tolérance à la panne, moi, je n'envisage pas que les clients puissent pas manger de sandwich pendant 4 jours, quasiment. Et les upgrades maintenance d'infra, avec toi, c'est souvent des disaster recovery, donc je pense qu'on va pouvoir gérer tout ça. Ouais, non, c'est du chaos engineering, mais Nico, je t'expliquerai, on fera peut-être une conf là-dessus, mais c'est maîtrisé tout ça, tout est maîtrisé. D'accord, donc maintenant, on sait qu'il nous faut plusieurs régions. Et pourquoi il nous faudrait plusieurs cubes? Alors, c'est vrai que on pourrait faire, du multi-région comme ça, quoi. Oui, c'est ça, parce que là, actuellement, nous, nos clusters, on a l'habitude de les déployer dans une région, donc répartis sur les différentes AZ. On ne pourrait pas avoir notre cluster réparti sur nos régions comme ça? C'est vrai que c'est pas bête de se dire, OK, en fait, on va prendre un cluster Kubernetes unique qui va être déployé, en fait, qui va être vraiment spread un peu sur toutes les régions. En fait, non, on ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Les cloud providers ne le proposent pas, c'est qu'il y a une raison. En fait, Kubernetes, tout simplement, il n'est pas fait pour faire ça. Notamment du fait de sa base ETCD, qui n'aime pas du tout la latence. Donc, quand il y a de la latence, Kubernetes, il n'aime pas. Et en plus, il y a d'autres raisons. Un crash cube, ça arrive. Donc, si on en a 2, c'est quand même mieux. Et puis, c'est pas cloud multi-cloud friendly. Faire ce genre d'archi dans plusieurs clouds, ça va commencer à poser des problèmes. Et puis, on peut avoir des contraintes de sécurité. Par exemple, d'avoir plusieurs Kubernetes. Je crois qu'il y a eu un talk Sécu juste avant. On peut avoir besoin de plusieurs Kubernetes qui sont présents dans des zones réseau différentes, par exemple, pour avoir de la ségrégation au niveau Sécu. Donc, on va faire un cluster par région. Exactement. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir nos 2 régions avec nos 2 clusters répartis sur les différentes AZ. Alors, ça, c'est notre cas d'usage, parce qu'on a un workload moyen, on a un enjeu de haute dispo. Si vous avez peu de workload et pas d'enjeu de haute dispo, vous n'avez pas besoin de cube ou un monocluster. Et si vous avez un énorme workload, donc des centaines de clusters, il va falloir passer sur des solutions dédiées. Ça, on verra ça plus tard. Et du coup, on va faire quoi aujourd'hui, Aurel? Aujourd'hui, on va voir un petit peu toutes les problématiques qu'on peut avoir dans ce genre d'architecture. Le premier objectif, ça va être quoi? Ça va être déjà de déployer nos clusters sur ces régions et puis de déployer nos applications sur ces régions. Un autre objectif, ça va être aussi de gérer tout ce qui est publication de ces applications. Comment un utilisateur accède à l'applicatif. Voilà, c'est ce qu'on va appeler les échanges nord-sud. Une autre question qu'on va se poser, c'est dans les architectures actuelles qu'on met en place, souvent on parle de microservices, en fait il y a des interactions entre les services dans nos infrastructures. Donc une des questions, c'est comment ces services vont communiquer entre eux. Et puis, bien sûr, on parle de data center, c'est pas pour rien qu'il y a le mot data dans data center, il y a la question de la data qui va être une question essentielle dans ce genre d'architecture. Comment on va gérer la data dans plusieurs régions? Voilà, et donc moi, les objectifs que je nous donne, c'est qu'on doit être le plus agnostique possible au niveau de la solution. On va être potentiellement multi-cloud et potentiellement hybride, c'est-à-dire qu'on peut avoir du on-premise ou non. Ok, je prends le note du client, parce que c'est quand même mon client, donc il faut toujours prendre note des contraintes du client. Donc ce qu'il y a à retenir sur cette première partie, c'est que des régions, elles sont éloignées, donc on va avoir des contraintes de latence, que des clusters Kubernetes doivent rester dans une seule région, et que le besoin de multi-cluster, multi-région doit répondre à un besoin précis. C'est pas pour tout le monde. Ok. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de ce type d'architecture, on va souvent parler des échanges nord-sud, qui sont la publication des applications, et puis les échanges est-ouest, qui sont l'interaction entre les services en interne dans notre infrastructure. Donc, la première partie, c'est le déploiement multi-cluster. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir mon cluster à Paris avec une application A, le cluster en Californie avec la même application, mais avec des configurations éventuellement différentes. Et donc, comment on a fait, Aurel? Comme on a fait ce qu'on fait souvent quand on fait du Kubernetes, on va voir ceux qui travaillent dessus. Et puis, ceux qui travaillent dessus, il y a notamment la communauté CNCF, qui est le mainteneur, en fait, cette fondation Cloud Native Computing Foundation maintient Kubernetes. Et du coup, comment ils sont organisés, la CNCF, et autour de Kubernetes, ils sont organisés avec des SIG. Les SIG, c'est des Special Interest Group, et des SIG, il y en a plein. Il y a des SIG pour le network, il y a une SIG pour le Kube API, il y a une SIG pour le scheduler, pour le contrôleur, il y a une SIG pour le réseau, il y a une SIG pour la documentation aussi. Et nous, il y a une SIG qui nous a intéressés, c'est la SIG MC, et je vous le donne en 1000.
MIL. MC, c'est pourquoi? C'est pour multicluster. Donc on s'est dit, bon, on veut faire ça, ça tombe bien, il y a une SIG qui fait ça. Et donc la SIG multicluster, ils sont partis du fait qu'ils allaient faire de la fédération de clusters Kubernetes. Okay, c'est ce qu'ils ont appelé KubeFed. KubeFed, c'est quoi? On a un Kubernetes, un host Kubernetes central, qui va nous permettre après de manager des Kubernetes fédérés. Donc on va appliquer notre configuration de manière centrale et ça va déployer nos ressources, notre configuration sur les clusters fédérés. Et ça, c'est génial, ça. Enfin, c'est un peu ce qu'on veut, nous, du coup. C'est pas mal, mais en creusant un peu, donc il y a une V1 de KubeFed qui était un peu trop rigide à mettre en place. Ils ont fait une V2 qui modifiait trop les API de Kubernetes, et donc c'est passé en archivage en 2023. Ok. Donc il faut peut-être penser à autre chose, du coup. On va peut-être penser à autre chose, du coup. Ouais, KubeFed. Ouais. Ah oui, KubeFed is dead, pardon. C'était juste le petit truc pour être dans le thème, en fait. Ok, alors c'est dead, il continue de travailler, hein, le multicluster, la SIG multicluster. Il travaille notamment sur le concept d'inventaire de clusters, d'inventory cluster. Mais voilà, c'est assez nouveau. Et pour vous rendre compte que c'est assez nouveau, en fait, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait un sondage pour savoir si inventory cluster, c'était le bon nom. Donc on en est à peu près là en termes de maturité là-dessus. Donc encore un peu peinture fraîche, tout ça. Mais Voilà. Ça travaille. Hein. Donc on voit qu'il y a plein d'outils, donc on a des outils, des plateformes, on ne va pas trop s'attarder dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre un peu d'auteur par rapport à tout ça. Et ce qu'on veut surtout, c'est une infra GitOps et faire de l'infra as code. Et ça me rappelle une conférence que j'ai vue en 2023 Ah ouais, ça date. Hein, à Devox. Ouais. Je crois que c'est toi qui l'avais faite. Ok, ouais. Ça, on a fait une petite conférence sur ces trucs-là. Donc là, c'est bon. La conférence dure 3 heures, donc ne la regardez pas maintenant. Hein. Et du coup, moi, mon challenge, c'est de vous présenter ça en 1 minute. Donc je vais vous faire gagner 2h59. Donc déjà, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. L'architecture ICA, c'est quoi? C'est de se dire, quand on veut déployer des choses, un Kubernetes, des applications dedans, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de déployer notre infrastructure, notre Kubernetes dans nos clouds ou on-prem, par exemple, sur plusieurs régions dans notre cas. Okay. Deuxième étape, c'est quoi? C'est de remplir Kubernetes avec un socle technique. Le socle technique, c'est quoi? C'est les ingress controllers, le cert manager, peut-être les opérateurs dont vous aurez besoin. C'est un peu le tooling transverse dont ont besoin les applications. Et la troisième étape, c'est le déploiement des applications elles-mêmes. D'accord ? Okay. Et pour faire ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le ICA, c'est que le I, c'est le Infrastructure Provisioning. Donc on va utiliser des outils comme Terraform, par exemple, qui font très bien ça pour déployer notre infrastructure dans nos clouds ou on-prem. Le C, c'est le Configuration Management, c'est le déploiement du socle technique, Ingress Controller, etc. Nous, on va souvent utiliser Ansible pour faire ça, mais vous avez d'autres alternatives. Et puis, la dernière étape, c'est de déployer nos applicatifs. Et là, on va faire, c'est le A, le Application Orchestration. Là, on va pouvoir utiliser du Helm, du Argo CD pour faire du GitOps et déployer nos ressources Kubernetes, nos déploiements, nos ingress, nos config maps, etc. Vous avez des alternatives, Kustomize ou Flux, par exemple, qui peuvent faire ça très bien. D'accord. OK, donc comment ça va se goupiller tout ça? En fait, on va avoir des repos, on fait tout en GitOps, hein, donc tout ce qui est Ansible, Terraform, tout ça, ça va être du GitOps. Et donc, on va vous présenter un petit peu le lab qu'on a mis en place pour aujourd'hui. Donc, on a... Hop, ça switche bien, nickel. Donc, on a 2 repos de code. Hein. Le premier repo, on a l'infrastructure. Hop. Donc, dans l'infrastructure, on va avoir du code Terraform ici. Hein. On va avoir nos modules, du compute notamment, avec ici, on déploie les Kubernetes, etc. On va passer rapidement là-dessus. Et puis, on a le code Ansible avec nos différents rôles Ansible. Hein, pour le socle technique, on a du Argo CD. Il faut bien déployer un Argo CD pour l'utiliser pour la suite, etc. Donc, on a tous nos rôles. Et tout ça, c'est orchestré dans des pipelines. Donc, les pipelines, voilà. J'ai lancé un pipeline pour le lab. Voilà. Donc, j'ai fait mon plan et mon apply pour ceux qui connaissent un petit peu les commandes de Terraform. Et puis, mon configure cluster, c'est du Ansible. On a tout ça. Quand on a fait ça, on a fait le I, le C, il nous reste le A. Et le A, en fait, nous, on a utilisé Helm. Donc Nico, il voulait un applicatif qui fait des couleurs et on peut configurer la couleur suivant la région où on est. Donc c'est pas utile, mais bon, pour la démo, ça va faire le taf, c'est très très bien. Et donc on va pouvoir utiliser du Helm et faire drifter nos configs avec une config de Californie. On va peut-être mettre une couleur spéciale, d'accord? Et puis tout ça, c'est synchronisé avec Argo CD ici. Ah, je ne me suis pas logué. On va se loguer rapidement. Hop. Voilà. Nickel, du premier coup. Ça, c'est peut-être le meilleur exploit du premier coup. Donc voilà, on a nos applis qui sont synchronisés ici, hein, tout est vert.
Donc, qu'est-ce qu'on va? On a nos applicatifs, donc on va aller voir maintenant nos applicatifs. Hein. On a, ici, on a un color Paris, ok. Donc là, j'actualise le color Paris. Je suis à Paris, je suis en fond bleu, et donc je suis bien EU ici, donc je suis à Paris, d'accord. Donc là, il affiche le nœud sur lequel il est. Et donc, si je vais en Californie, hein, je vais aller en Californie, color Californie. Le color Californie, il est vert. Donc les codes couleurs sont très importants. On s'est mis en vert et bleu exprès. Hein, donc on a fait des pulls exprès, vous imaginez. Donc voilà, là on est en Californie, on est US. Okay, et là c'est vert. Donc le code couleur, à chaque fois quand il y aura du bleu, ça sera Paris, du vert, ça sera Californie. D'accord, mais ça c'est exactement ce que tu veux en fait. Hein. Ouais. C'est exactement ce que tu voulais. Nickel. Ok, nickel. Donc si on reprend ce qu'on vient de voir, donc on a vu que les standards CNCF sont un peu peinture fraîche ou alors archivés, et que dans notre cas, donc on a quand même du besoin d'achat, mais on a un workload moyen, l'infra as code, c'est parfait, on n'a pas beaucoup de fichiers à gérer, mais pour du large scale, si vous avez des centaines de clusters, ça va être ingérable de gérer les pipelines GitLab, etc. Il faudra passer par des solutions dédiées type Karmada avec un contrôleur multicluster. Voilà, donc on a nos 2 clusters installés sur les régions, les différentes régions. Maintenant, comment j'achemine le trafic de l'utilisateur? C'est vrai, la question, ça va être le deuxième challenge. Maintenant qu'on a des applications, si on fait du web, ce qui serait bien, ça serait de les publier. Et bien, ça tombe bien, c'est le challenge 2, les échanges nord-sud. Comment un utilisateur accède à un applicatif qui est dans une région? Donc, comment on va publier nos apps dans Kubernetes? Donc, quand on est dans Kubernetes, comment on publie nos apps déjà? Sans parler de multi-cluster, de multi-régions, en fait, ça fonctionne comme ça. On a nos applicatifs qui tournent dans des pods, et les pods, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a une ressource Kubernetes qui s'appelle un service et qui joue le rôle de load balancer pour envoyer le trafic sur les différents pods. D'accord. Par contre, ça ne suffit pas. Ce qu'on va souvent utiliser pour publier, on va utiliser un ingress, et notamment un ingress controller qui est une sorte de reverse proxy. Enfin, c'est même un reverse proxy dans l'implémentation, souvent Nginx pour les plus connus. Et on va mettre ça, et ça va nous permettre de publier à l'extérieur. Ça suffit toujours pas. Avoir un ingress, ça suffit pas. Ce qu'on a au-dessus, c'est un load balancer qui va vraiment router le trafic, les paquets, sur notre infrastructure Kubernetes, donc sur les ports qui sont en écoute, sur les worker nodes. Donc là, il y a un load balancer qui peut être provisionné par le cloud ou géré par vous, et qui va vous load balancer le trafic sur l'ingress controller, et puis ensuite sur les applications. D'accord. Donc là, tout ça, on est pas mal. Ouais, mais du coup, on a une entrée par cluster. C'est vrai que là, on a 2 load balancers sur 2 régions. Là, il y a un petit souci. L'utilisateur, comment on le route? C'est vrai que c'est la bonne question, c'est de se dire où est-ce qu'on envoie l'utilisateur? Est-ce qu'on l'envoie sur le load balancer de Paris ou celui des États-Unis? Voilà. Eh bien, la solution, il y en a plusieurs. La première solution, c'est de se dire, finalement, c'est des IP. Les IP, on va mettre un DNS unique. Et en fait, on va jouer avec le DNS, la résolution DNS, pour faire... en fait, on va pouvoir envoyer une IP pour des utilisateurs de Paris, par exemple, et une autre IP pour des utilisateurs des États-Unis sur le même host. Donc, on va pouvoir faire du health check. Les DNS sont assez intelligents pour ça. Ça va nous permettre de router le trafic au bon endroit pour un utilisateur de Paris qui va avoir une résolution différente d'un utilisateur des États-Unis. Okay. Il y a des mauvais côtés à ça ou pas? Peut-être, ouais. Le DNS, le problème, c'est que des fois, en fait, en local, on a du cache DNS. Donc, c'est pas très dynamique tout ça. Ça peut marcher bien, mais s'il y a une coupure, à un moment donné, peut-être qu'on va quand même continuer à avoir cette résolution sur une IP qui est plus disponible finalement. Donc, il y a une autre solution. La deuxième solution, c'est le GSLB. Ça y est, le mot est lâché. GSLB, c'est quoi? Global Server Load Balancing. Ce que ça fait, en fait, un GSLB, c'est que c'est un load balancer un peu central qui a une IP unique et qui va être présent un petit peu dans tous vos data centers. Donc c'est du Anycast, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, en gros, ça va vous load balancer directement de manière dynamique au bon endroit, suivant où vous êtes. D'accord. Plus complexe à mettre en place, faut que dans tous vos data centers, en fait, il faut qu'il y ait cette implémentation. Ok, donc si je récapitule, on va avoir 2 solutions principales. Le DNS qui va manquer un peu de réactivité. Mais qui est plus facile. Qui est plus facile à mettre en place. Et le GSLB qui est plus compliqué à mettre en place, mais qui aura plus de réactivité. Donc moi, en tant que client, j'imagine pas que mes clients puissent pas manger de sandwich. Ouais, ça serait quand même dommage. On va partir sur un GSLB, je crois en toi. Ça ne m'arrange pas, mais c'est bien, c'est parfait. Ok, donc on va partir sur cette solution. Voilà, si je fais un schéma d'archi à présenter en comité d'architecture, on peut partir là-dessus. Alors, on peut partir là-dessus, pas vraiment en fait. Ici, on vous ment depuis le début, on n'a pas mis d'ingress. Pourquoi? Parce que l'ingress, ce n'est pas le futur de Kubernetes. L'ingress, ça ne s'utilise plus. Non. Après, ça s'utilise encore énormément. Mais l'avenir, c'est plutôt la Gateway API.
Donc la Gateway API, c'est pas une API Gateway, hein, c'est la Gateway API de Kubernetes. Et comment ça fonctionne ça? En fait, le schéma qu'on va avoir précédemment, on va plutôt découper notre ingress en deux éléments qui sont la Gateway et le HTTP route. Le premier avantage, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, l'ancienne ressource ingress, on va pouvoir découpler en deux éléments et on va avoir un élément plutôt ops, qui est la Gateway, et un environnement plutôt côté applicatif, côté vraiment publication applicatif, qui est le HTTP route. Donc on va pouvoir découpler en fait ces deux ressources et peut-être avoir des rôles différents, plus l'équipe admin qui gère le gateway ou des choses comme ça. Beaucoup plus flexible. L'autre avantage, c'est qu'une gateway API, les devs ils connaissent déjà pas mal. Okay. Et un autre élément qui est pas mal là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus multi-cluster aware. Par exemple, si on va chez GCP et qu'on provisionne un GKE, on est à une GDG quand même, on va parler un peu de Google, on a directement des gateway classes qui sont en mode multi-cluster. Le -MC, là, pour les gateway classes qu'on a listées, c'est multi-cluster. Et quand on utilise ces gateway classes, qu'est-ce qui se passe? En fait, directement, vous avez ce genre d'infrastructure où vous avez directement ce load balancing multi-région qui est géré par cette gateway class. Donc quand vous utilisez ça, en fait, il vous gère lui-même le GSLB et toute l'intelligence qu'il y a derrière pour faire ce genre d'architecture. Et ça, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Oui. Mais ça marche chez AWS ou pas? Il y a un peu la même chose chez AWS, mais effectivement, ça ne sera pas la même gateway class, ça c'est sûr. D'accord, parce que je ne sais pas si tu te souviens, on voulait de l'agnosticité au début. Ça, il y avait une contrainte d'agnosticité et d'être multi-cloud aussi. Ok. Donc tu n'aurais pas des solutions les solutions, c'est quoi? C'est de se dire, on va implémenter nous-mêmes cette gateway. Donc des gateways, il y en a plein, on vous en a listé. Et nous, on va partir sur Istio pour gérer cette gateway qui va nous permettre de publier devant un GSLB. Istio, pourquoi? Parce qu'ils sont très matures sur cet écosystème de publication en mode gateway. Ils ont été moteurs là-dedans, ça fait longtemps que ça existe, Istio. Et puis, on verra peut-être que on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Donc voilà, on va partir là-dessus. Istio. On va faire une démo? Alors, petite démo, effectivement, parce que on a mis ça en place. Tu as switché, c'est nickel. Donc le but, c'est de se dire, OK, en fait, j'utilisais avant, j'avais un Color California ici, au niveau de l'URL, vous voyez bien, normalement, Color California, et j'avais un Color Paris, si je vais dessus, j'ai le Color Paris ici. OK. Par contre, moi, du coup, j'ai deux URL, là, je vais directement sur les load balancers à Paris. J'ai une autre URL qui est le Color Global. Ici, le Color Global, ici, il va vraiment, tout le monde là, le même dans le monde, OK, pour accéder à cette application. Donc là, je suis à Paris, je suis en bleu, donc ça tombe bien. Enfin, je suis pas à Paris, je suis à Nantes, mais je suis en France. Du coup, je suis en bleu. Il m'amène au point le plus proche. OK. Maintenant, il faudrait pouvoir aller tester aux États-Unis. Donc, il faudrait prendre un avion pour aller aux États-Unis. Je pense on n'a peut-être pas le temps, non? Du coup, il faudrait trouver un moyen de pouvoir aller aux États-Unis. Comment tu fais, toi, pour aller voir tes séries sur Netflix, par exemple? On n'est pas trop sponsorisé pour en parler, là. Je ne sais pas si on est sponsorisé, mais on va l'utiliser quand même. On va utiliser NordVPN, bien sûr. Et NordVPN, vous pouvez faire de la sécu derrière, en plus. Vous avez 30% avec le code Aurelops. Essayez, ça ne marchera pas, mais bon, c'est pas grave. OK, du coup, on va aller à Los Angeles. Mets tes lunettes, Nico. On va aux États-Unis. Il fait peut-être plus beau qu'ici en ce moment, mais voilà. OK, et donc, quand je vais aux États-Unis... Qu'est-ce qui se passe? Hop, là je viens de switcher sur la même URL, qui est global, le color global. Je viens de switcher dynamiquement aux États-Unis. Je ne vous mens pas ici, là on est passé en US. Hop, on est en US, donc on est passé aux États-Unis. Donc là, je vais attaquer un service aux États-Unis, donc forcément j'aurai sûrement un peu plus de latence aussi quand j'actualise. Mais voilà, donc là maintenant je viens de switcher. Donc je vais revenir en France. Ça va être parfait. On va se redéconnecter. Enlève tes lunettes. Oui, sors le parapluie. Voilà, là, paf, je viens de reswitcher. Donc vous voyez un petit peu, c'est hyper dynamique. Donc voilà, c'est exactement ce que tu voulais. C'est ça, c'est nickel. Exactement. OK. Donc si on récapitule un peu ce qu'on vient de voir sur les échanges nord-sud, c'est qu'il y a plusieurs solutions, dont le DNS et GSLB. Le DNS va être plus simple à mettre en place, mais on va avoir des problèmes de réactivité. GSLB, c'est l'inverse. Et dans le contexte de Kubernetes, les ingress laissent leur place au Gateway API. Okay. Et nous, on a choisi une approche Gateway avec Istio et GSLB. Donc maintenant, les utilisateurs sont routés au bon endroit, mais on a oublié de parler des services de la CASDAL. Ah oui, c'est vrai, on vous a parlé de Color App, mais bon, nous, on ne vend pas des applications où on affiche des couleurs, ça ne sert pas à grand-chose. On va vous parler des services de la CASDAL. Et les services de la CASDAL, ils sont de deux types. On a des services qui sont scopés à une région, c'est-à-dire qu'on s'en fiche en fait d'avoir une base de données à droite ou à gauche, on va pouvoir les décorréler complètement. Par exemple, un service de billing, un panier chez Amazon, par exemple, en fait, si vous switchez de région, vous avez un nouveau panier. C'est décorrélé de la région.
Par contre, on a des services qui sont scopés au niveau global. Par exemple, notre base utilisateur, on n'a pas envie que nos utilisateurs se réenregistrent à chaque fois qu'ils changent de région. On devrait mettre un mail pour une région US, un mail pour une région à Paris. Non, on veut que ça soit global. Notre base utilisateur, elle doit rester la même. Ok, donc là, on a deux types de services différents, d'applications différentes. Ok. Ok, mais du coup, comment ces services-là vont pouvoir accéder aux services users qui sont qu'à Paris, alors que d'autres services sont éventuellement en Californie? Autrement dit, comment on va faire ce lien-là? Donc ça, c'est le troisième challenge, la communication Est-Ouest. Donc, ça c'est... Ouais. Donc à l'intérieur d'un cluster, nos pods, comment ils communiquent entre eux? Quand on est dans un cluster Kubernetes, les pods, ils communiquent entre eux grâce à la ressource de type service. On met un service et on appelle ce service. Il y a un DNS interne dans Kubernetes qui nous facilite tout ça. Et donc, ça nous permet, en interne à Paris par exemple, qu'un pod order, donc une appli order, va pouvoir accéder à notre service user en interne quand il a besoin d'y accéder avec le service users. Okay. Donc ça, c'est bien dans une seule région? Ouais, c'est pas mal, ça marche Nous, toujours on a comme la ça. région Californie. Et comment mon pod order API va pouvoir attaquer le service user? C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Comment on va pouvoir faire ça? Eh ben moi, j'ai bien une solution. Et en plus, elle va être tellement simple à mettre en place qu'elle ne va pas me demander beaucoup de taf. C'est qu'on va réutiliser tout simplement la publication Nord-Sud. On l'a vu sur le Color App, on a une URL globale et en fait, tu vas au bon endroit, au bon moment, suivant où tu es. Donc en fait, on va mettre ça. On va repasser par le GSLB. On a une API. On a l'URL de l'API. Je te donne ça, c'est bon, nickel. Ça te va, ça? J'ai juste une question. Ouais. Si on est à Paris, on ressort pour rentrer à Paris? Il y a peut-être moyen qu'on ressorte. Ouais. Je veux bien que tu factures pas cher, mais pourquoi on est obligé non, de mes commerciaux ressortir, sont pas dans la salle, donc ça va. Mais pourquoi on est obligé de se ressortir du contexte cube? c'est vrai que Il y c'est a un pas peu d'autre moyen? bête de ressortir du contexte cube. Alors il y en a qui le font, hein. Decathlon le fait. Il y a une conf à la Cube Convention à Paris où il parlait de ça. C'est le concept de micro gateway. On peut faire ce type d'approche. Par contre, nous on va pas faire ça. On va essayer de mettre quelque chose qui va nous permettre vraiment d'être directement dans notre cluster, de rester en interne entre nos clusters, d'accord? Et donc, quand on parle de connectivité entre services, de connexion, en fait, on ne parle pas que de connectivité. Quand on veut communiquer, on veut aussi qu'il y ait du discovery, par exemple. On veut peut-être aussi gérer la sécurité. Voilà, si Nico veut faire du MTLS entre les pods, de pod à pod, voilà. Et on a peut-être aussi besoin d'observabilité. En fait, on a besoin de plein de choses quand on parle de communication entre les services, et on aimerait bien que tout ça, ça soit découplé de l'applicatif, qu'on n'ait pas besoin de mettre du TLS dans l'applicatif, mais qu'on ait des petits modules qui nous gèrent ça pour nous. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Et ça a un nom, ça s'appelle le service mesh. Quand on parle de service mesh, on parle de tout ça, de comment ça communique en interne, discovery, sécurité, observabilité. Et nous, c'est du service mesh, mais c'est du service mesh multi-cluster. Donc, ça va peut-être un peu compliquer les choses. Et donc, le service mesh multi-cluster, c'est quoi la contrainte qu'on a? Voilà, nous, comme contrainte, c'est que, quelles que soient les autres API, on veut communiquer avec le service user. Donc, on est en multi-cluster, on est en haute dispo. Et si possible, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une logique de localité. Donc, si on est à Paris, on reste à Paris, etc. Okay. Donc, tu as des solutions pour ça? On a peut-être des solutions. Encore une fois, on est allé voir ce qu'avait fait la SIG Multicluster. Et la SIG Multicluster, il travaille sur le concept de Multicluster Service, une API, donc une évolution de l'API Kubernetes, Multicluster Service. Et donc, eux, ils introduisent le concept de cluster set. Un cluster set, c'est quoi? En fait, on a, dans notre cas, 2 clusters Kubernetes qu'on va mettre au sein d'un même cluster set. Donc c'est vraiment une définition, on regroupe des clusters Kubernetes. Et ça introduit une notion qui est hyper importante dans tout ça, c'est ce qu'on appelle la sameness. C'est-à-dire que dans cette architecture, au sein d'un cluster set, un namespace qui a le même nom à Paris et en Californie aura la même signification. C'est vu comme un même namespace de manière logique. Et si on extrapole tout ça, c'est qu'un service qui est dans ce namespace avec le même nom, il va y avoir un service user qui va être un peu global. Et quand un pod va attaquer ce service user, il va attaquer le service user du cluster set et non plus le service user de Paris ou le service user de Californie. D'accord ? Donc quand il y a ça, il attaque directement une sorte de service user qui a la même signification au sein d'un cluster set. Et donc ça, c'est cool. Et on a plusieurs implémentations pour faire ça. On vous a listé là les implémentations qui sont du plus ou moins ops ou du plus ou moins liées à l'applicatif. Vous pouvez faire ça de manière directement intégrée au niveau réseau dans votre CNI, qui est vraiment le réseau Kubernetes, par exemple Cilium IBPF. Vous pouvez gérer ça avec les cluster sets, avec le Kubernetes multicluster là, qui travaille dessus, la ZIG multicluster qui travaille dessus.
Vous pouvez aussi utiliser les services cluster mesh, tels que Istio, Glue, Kuma, Antrea, par exemple. Et puis, si vous êtes au plus proche de l'applicatif, vous pouvez plutôt utiliser des app mesh qui vont vous faire des choses similaires, ce qu'on appelle des virtual application network. Ok, donc moi, si je te Machine à rappelle contrainte, nos contraintes, Nico. exactement, donc on va avoir des réseaux séparés, Ok, ça va déjà éliminer certaines options. donc on est éventuellement multi-cloud, multi-CNI, Ouais, ça enlève encore des options. et moi, je veux de la sécu, de l'observabilité de bout en bout. Ok, tu veux tout en fait. Ok, Voilà, bon, c'est nickel. Comme tous les clients. clients. Comme tous les clients. Ouais. Ok, bah nous, avec les contraintes de Nico, moi je partirai là-dessus sur Istio. C'est du service cluster mesh, il fait tout ce dont Nico a parlé. On est agnostique de la CNI, on est multi-cloud, ça fait de la sécurité, etc. C'est plutôt cool. Et puis en plus, bah, peut-être Istio, on l'a Ouais, Istio, ça me dit quelque chose. Ouais, ça te dit quelque chose aussi. Si tu as lu les slides, oui, ça doit te dire quelque chose, effectivement. Istio, en fait, on l'utilise déjà pour la publication nord-sud. Donc, on a déjà installé Istio pour la publication via les gateways. Donc, on va le réutiliser et puis il va nous permettre de faire aussi cette publication est-ouest. Donc, voilà, Istio, on l'a déjà utilisé, il fait tout ce que tu veux, etc. Comment ça fonctionne Istio? On a un Istio controller qui va s'intégrer avec le Kube API Server, qui va interconnecter nos clusters. Alors, eux, Istio, ils n'appellent pas ça un cluster set, ils appellent ça un mesh ID, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Ensuite, Istio, il va contrôler des petits proxys qui vont être en mode sidecar. Donc, qui vont être, pour chaque pod qui va être lancé, on va avoir un petit sidecar envoy qui va nous permettre, notamment, par exemple, de gérer le TLS et puis la connectivité entre nos pods. Et puis, comme on est dans des réseaux séparés, c'est une contrainte que m'a mis Nico, en fait, on va avoir besoin d'une gateway pour passer d'un Kubernetes à l'autre. Donc, on va utiliser une gateway, et tout ça, ça va nous permettre qu'un pod order API en Californie accède à un pod user API à Paris. Ok, donc nickel. là, ce que tu me dis, c'est que sur chaque pod, on va avoir un sidecar envoy qui va gérer le MTLS. Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ça va pas être, si tu sais combien on a de pods, on en a pas mal. Ouais, si on en a 300-400, ouais, c'est à 300-400 proxys. Ouais. Ça va pas mal consommer, donc on est RSE. Ouais, on est RSE. J'ai pas un porte-monnaie non plus. C'est plus peut-être ça qui dicte ton choix. C'est vraiment le RSE ou c'est le porte-monnaie qui parle? Donc t'as pas une autre solution? Eh ben, on a une solution. La solution, c'est de faire du service mesh en mode sidecarless. Okay, donc la solution, c'est quoi? C'est de passer de un proxy, envoy, à 2 proxys. Donc là, vous allez me dire, bon, en fait, on double. Non. En fait, on double pas. Pourquoi? Parce qu'on passe de un proxy en mode sidecar à 2 proxys plutôt en mode daemon set. Donc si on a 300 pods qui tournent sur 6 serveurs, on passe de 300 envoy à 12. Okay, jusque-là, le calcul est bon. Voilà, donc on gagne quand même en scalabilité là-dessus, à ce niveau-là. Donc là, il y a plusieurs solutions. On vous en a mis 2 qui sont en train d'émerger. Istio Ambient, Cilium IBPF, par exemple. Donc voilà, ces 2 solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne va pas partir là-dessus. Parce que c'est un peu, encore une fois, peinture fraîche. C'est des solutions qui sont qui demandent à maturer encore un petit peu. Du coup, il faut savoir que c'est l'avenir. Enfin, sûrement, pour la scalabilité, c'est plutôt pas mal d'avoir ce type d'architecture. Mais nous, on va rester sur du sidecarless. Mais il faut garder ça en tête. OK. Petite démo, on va aller attaquer notre service utilisateur. Et notre service utilisateur, il est là. Okay. On a un service utilisateur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous le code couleur. Le service utilisateur, il est à Paris, c'est pour ça qu'il a un fond bleu. Mais par contre, il a des utilisateurs qui arrivent depuis Paris et depuis Californie. Donc quand vous avez un utilisateur qui arrive avec le code couleur vert, il vient de Californie, il attaque le service user de Paris. Donc on a vraiment ce cross-cluster, cross-région qui intervient. Et quand ça arrive de Paris, en fait, il est en local, il arrive à Paris. Donc là, maintenant, si Nico il me coupe le service de Paris, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir... c'est bon, là, c'est le service. Ok, nickel. Là, on va avoir que des utilisateurs qui vont s'enrôler en Californie, sur le service de Californie. Et ce service de Californie va insérer nos utilisateurs dans la base utilisateur qui est à Paris. Donc on a vraiment exactement ce qu'on voulait, Nico, du cross-région au niveau de nos services. Ici, insertion d'un utilisateur. D'accord. Parfait. Dans l'autre sens. Donc si on reprend un peu ce qu'on a vu, on a vu les services mesh. Donc c'est l'abstraction de tout ce qui est réseau pour les applicatifs tournant dans Cube. Ouais. Mais nous, comme on avait un enjeu multi-cluster, il a fallu interconnecter les contrôleurs et avoir besoin d'une gateway, parce qu'on n'était pas sur les mêmes réseaux. Bon, on est déjà pas mal. Là, On est pas mal, on est content. On est hyper content. On est content, donc, il n'a pas mangé nos sandwichs. Je suis un peu fou. Ça va, bon, tout va bien. Donc voilà, on arrive à communiquer entre nos clusters, mais est-ce qu'on est vraiment haute dispo? C'est vrai qu'on n'est peut-être pas achat là. Ouais. Si on perd Paris, là, qu'est-ce qui se passe? Si on perd Paris, en fait, on perd notre service utilisateur, on perd notre base de données utilisateur.
Ça, c'est peut-être pas génial. Non, ça l'est pas. Et pourquoi? Parce que la DB user, elle est qu'à Paris. Ouais. Et donc ça va introduire. Alors c'est plus un challenge, c'est un problème. Voilà, la data. c'est carrément un problème. La data, c'est toujours un problème. C'est Voilà. plus un challenge. Et donc pour ça, donc la user API, elle a une seule DB globale à Paris. Donc ce qu'on a, le cluster de Paris, donc on l'a sous cette forme. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que en Californie, on ait la même chose et qu'on ait une réplication pour pouvoir gérer un peu. Ok. Bah, La haute dispo, au niveau de notre data. Ok. Pour faire ça, on va avoir besoin de faire un petit peu de théorie. Et parmi cette théorie, il y a notamment le fameux théorème de Cap. On va être obligé de vous en parler. Le théorème de Cap, qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas avoir le C, le A et le P en même temps. Quand je vous ai dit ça, je vous ai rien dit. En fait, on ne peut pas être consistant, c'est-à-dire être cohérent en français, avoir la même data partout, être hautement disponible, le availability. Oh, je l'ai tenté. Et le partition tolérance, c'est la distribution. On ne peut pas avoir ces trois choses en même temps. Il va falloir faire un choix entre AP, AC ou CP. Ok. Donc nous, on est en multi-région. Ouais. Donc multi-région veut dire partitionnement. Donc on veut pas. Le P, il n'est pas négociable. D'accord. Okay. Donc on peut dire que le choix est plus simple à faire, vu qu'il n'y a plus qu'un choix tu à vas faire éliminer des choix, entre AP et CP, c'est-à-dire est-ce qu'on veut une application qui va répondre tout le temps, mais éventuellement avec une donnée qui n'est pas identique de chaque côté, ou on veut une application qui répond avec une donnée la même partout, mais éventuellement indisponible à un instant T. Donc une base plutôt base ou plutôt acide. Ok. Donc pour ça, en fait, il faut revoir un peu qu'est-ce que ça implique, c'est au niveau de la réplication. Au niveau de la réplication, une réplication asynchrone, quand la requête part, on a l'acquittement instantané du primaire et la réplication se fait dans un second temps. Donc ça, c'est toujours disponible. En revanche, la réplication synchrone, on va avoir l'écriture, la réplication, l'acquittement de la réplication et l'acquittement de l'écriture. Et ça, ce qui peut se passer, on l'a vu comme on est dans un contexte multi-région, on peut avoir de la latence, de la coupure et donc des indispos. Ouais. Si la synchronisation ne se fait pas, en fait, c'est plus disponible. Donc moi, j'ai vu que des flèches rouges. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Synchrone, pourquoi on fait du synchrone? Pourquoi on fait du synchrone? En fait, il faut se rappeler pourquoi on fait surtout le P. Pourquoi on distribue? On distribue pourquoi? Pour avoir un accès, par exemple, en lecture distribué dans toutes nos régions. Et donc, si on traduit ça dans le schéma, en fait, il manque un petit acteur dans ton schéma, Nico. Il manque l'utilisateur qui est côté Californie. Si on a un utilisateur en Californie, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on est en asynchrone, on va mettre à jour la donnée à Paris, et en Californie, lui, il va avoir l'ancienne valeur de la donnée. Donc, on n'est pas du tout cohérent. Donc ça peut poser problème pour certains applicatifs. Okay. Par contre, on va être éventuellement cohérent, consistant, on va être cohérent à un moment donné, et puis ça va synchroniser, voilà. Mais pendant un moment donné, pas de cohérence de la data, par contre, de la haute dispo très bien gérée. D'accord. Par contre, en mode synchrone, si on traduit ça, on va être vraiment consistant partout, on va avoir la même donnée disponible partout, mais au détriment, effectivement, de latence, de coupure ou de choses comme ça. Mais on est consistant. D'accord. Ok. Et donc ça, ce choix-là, entre AP et CP, en gros, va se faire par rapport au business. C'est qu'est-ce qui est acceptable pour les métiers? Est-ce qu'on veut tout le temps répondre, quitte à avoir une donnée pas synchro? Ou alors, si la donnée n'est pas bonne, par exemple, les points fidélité pour les sandwichs, ça, faut le synchroniser, ça, c'est clair. Donc, si on revoit un peu cette première partie sur la data, le multi-région va imposer un choix entre disponibilité de l'application et la cohérence des données. Donc, une base de données plutôt base ou acide. Et c'est le business qui va driver le choix. Okay. Donc, comment on va implémenter ça? Moi, j'ai bien une idée, Nico. On va utiliser des services managés pour faire ça, des DB as a service, du RDS, chez GCP aussi, ça marche très bien. On va utiliser ça, ils vont nous gérer le multi-région et ça va marcher nickel, Nico. Ouais. S'il te plaît, on va faire ça, Nico. Alors, je vais reformuler. Ouais. Reformule, parce que je n'ai pas compris vraiment. Comment on va implémenter ça chez nous, dans notre cube, sachant que non. On est en multi-région. Voilà. Ouais, okay. Et puis surtout, on veut être agnostique. On veut être agnostique, on veut être multi-cloud, etc. Super. Et pour ça, il y a deux approches principales. La première approche, c'est de gérer ça au niveau du disque, de gérer la réplication de disque. C'est quelque chose qui est assez connu, voilà, du mirroring de disque, par exemple. La deuxième approche, c'est de le gérer au niveau applicatif, okay, que ce soit la DB et les moteurs SGBD qui gèrent la réplication pour nous. Pour la première approche, on a le mirroring de disque. Donc vous avez un disque qui est mirroré vraiment bas niveau, okay,
Et puis, vous allez souvent avoir un stand-by, une région plutôt en stand-by qui va pouvoir prendre le relais si on a une perte au niveau de Paris, là, dans notre exemple. D'accord. Donc, il y a des implémentations. Un Portworx, c'est un leader là-dedans au niveau Kubernetes, mais il y en a d'autres. Et donc, ça, le plus gros avantage que ça a, c'est agnostique de la DB. On le fait au niveau disque. Voilà, on va faire une réplication vraiment du disque. Et en plus, c'est une approche traditionnelle. Donc, traditionnellement, au niveau des équipes infra, on sait faire du mirroring de disque. Le gros inconvénient, c'est que ça ne profite pas des optimisations des DB. Et puis, optionnellement, c'est un anti-pattern cloud native. Mais bon, voilà. Et puis, on ne pourra pas faire d'actif-actif, par exemple, ou des choses comme ça. Ça va être compliqué. Au niveau de la DB, c'est la DB qui va porter cette réplication. Donc là, le disque, totalement décorrélé, c'est vraiment l'applicatif, donc pour nous, la base de données, qui va gérer cette réplication. Les gros avantages, c'est que ça profite de la puissance des bases de données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du actif-actif, par exemple du Redis le propose, en version entreprise, dommage. Mais voilà, vous avez du hot read-only, par exemple, du hot standby, vous allez pouvoir en fait faire tout ce que vous permet de faire la base de données. Le désavantage, c'est que ça va être dépendant de votre base de données. Voilà. Donc forcément, c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage. Il y a de la plus de complexité. Chaque moteur de SGBD va fonctionner différemment, donc il va falloir faire une étude pour chacun de vos systèmes de base de données. Voilà. Et comment on contrôle tout ça sur leur application applicative? On a l'habitude dans Kubernetes, pour les bases de données, entre autres, d'utiliser des opérateurs. Donc un opérateur, ça marche très bien dans un cluster cube, mais nous, on a un enjeu de multicube. Ouais. Et donc, ces opérateurs-là, ils sont souvent pas pensés pour du multicluster. Il n'y a pas de contrôleur central, en gros, pour contrôler tout ça, un multicluster control manager. Certains providers le proposent. Donc, MongoDB, par exemple, en version entreprise aussi, propose un contrôleur multicluster, donc avec un contrôleur central qui va contrôler les différents clusters membres. Si on fait la liste un peu de l'état de l'art de ce qui existe, on voit donc Mongo, Redis et Cassandra proposent un contrôleur multicluster en opérateur. Les autres ne le proposent pas. C'est nickel, ça va nous guider notre choix. Nico, on va faire du Mongo, du Redis ou du Cassandra. Alors, dans un premier temps, ce qui va guider notre choix, c'est la stack actuelle sur du Postgre. Dommage. Et puis pour la conf, c'est peut-être mieux d'avoir un exemple où on fait les choses nous-mêmes. Okay. Donc on va partir sur du Postgre. Ok, on part sur du Postgre, ça m'arrange pas, mais on va partir sur du Postgre. Et comment on fait ça avec du Postgre, sachant que en fait, l'opérateur Postgre nous le propose pas? On va quand même s'appuyer sur l'opérateur Postgre. Nous, on s'appuie sur Zalando, de Patroni, le Patroni qui est maintenu par Zalendo. Et on va utiliser Istio pour notre réplication. Voilà, on peut échanger entre les services, mais les services, ça peut être des bases de données. Et puis, on va implémenter ce fameux contrôleur nous-mêmes. La bascule, on va l'implémenter nous-mêmes. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on va avoir un Postgre primaire à Paris, et puis un Postgre secondaire. Donc là, c'est vraiment des clusters Postgre, qui vont être à Paris et en Californie. Et derrière, on va s'appuyer sur notre gateway Istio pour pouvoir gérer cette réplication. Et puis, le job de bascule, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir l'implémenter nous-mêmes et puis faire une promotion de notre cluster de Californie. Petite démo pour ça. On va faire une démo, on va faire en fait une bascule en live, ce qui n'est jamais évident, pour ceux qui connaissent un peu les DRP. Mais on va le faire quand même. On est ambitieux, on va le faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a implémenté notre contrôleur dans notre pipeline. Ici, je vais aller voir la pipeline du notre cluster multirégion. Et on l'a appelé Bascule to California. On s'est dit que le nom serait assez explicite. Voilà. Et donc, on va lancer cette bascule. Donc cette bascule, en fait, là, on aurait pu faire un contrôleur un peu mieux, mais voilà, là, en gros, ce qu'on va simuler aussi, c'est une perte de la région à Paris. Donc notre Postgre, il va tomber à Paris et on va espérer qu'il va se remonter en Californie. D'accord. Donc c'est toujours cette application user global ici qui est présente. Donc là, on a vu que c'était un fond bleu. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Là, on est sur Rancher. Rancher, c'est notre petit dashboard. On va pouvoir aller voir nos différents clusters en Californie, à Paris. Donc là, on va faire tomber Paris, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe à Paris. Le pod. On voit que là, les pods sont en train de se détruire ici. Terminating. Donc là, c'est notre TakiOne2, c'est notre applicatif ici. Donc là, on avait des logs ici qui étaient. On avait les logs ici. On voyait que c'était le secondaire following the leader. Donc on avait le leader en fait à Paris. Et en fait, le contrôleur, il va nous basculer toute notre base de données côté Californie. Donc si on va voir côté Californie et qu'on va voir les logs, ici, on va voir ici, on voit qu'il s'est passé des choses. Et si je vais voir ici, on voit que lui, il est secondary following the leader. Et en fait, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va voir? On a des logs ici de promote qui se passent. Et on voit qu'il est leader with the lock.
Donc là, ce qu'on a fait, on était notre base de données à Paris, okay, qui était anciennement notre base primaire. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la bascule. Et donc là, il vient de se promote, là, à 11h54, il est 55. Okay, et lui, il est passé leader with the log. Donc là, il est vraiment primaire. Et puis, vu que c'est un cluster, on a aussi la deuxième, hein, le 2.1, qui est, lui, secondary et following the leader. D'accord ? Donc là, on a vraiment fait notre bascule en live. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire côté applicatif ? Hop, je vais peut-être l'actualiser. Hop, OK. Là, notre application de constatation, on a un fond vert. Donc là, notre base de données, maintenant, elle est côté Californie. Notre application utilisateur, elle est côté Californie, ici, fond vert. Et puis, on n'a plus que des utilisateurs de Californie. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé tout Paris. Donc, on n'a plus d'enrôlement à Paris. On a de l'enrôlement en Californie. Par contre, ce qui est bien, c'est que si on va plus loin, on a toujours notre base de données. Donc, on n'a pas perdu de données. On a toujours notre base utilisateur complète, avec tous les enrôlements là, de tout ce qu'on a fait là pendant la conf. Okay, et donc, on a vraiment basculé notre base de données côté Californie. Donc déjà, ça a marché, c'est déjà super, c'est déjà super bien. Et donc voilà, donc on est en mode dégradé, ici, parce qu'on ne tourne plus qu'à Californie. Et donc, mais bon, ça continue de fonctionner quand même, notre service, il est quand même hautement disponible ici. D'accord ? Nickel. C'est parfait. Donc ce qu'on a vu au niveau data, c'est que pour gérer la réplication, enfin dans cette partie réplication, on a deux façons de faire. Soit le disk mirroring qui est un peu l'approche historique, mais qui s'apprête pas trop, enfin où on perd les avantages un peu des éditeurs de bases de données, et la réplication applicative. Et dans un environnement multi-cluster, il nous faut un opérateur qui contrôle un peu tout ça, qui orchestre. Donc soit l'éditeur vous en propose un, soit il faut l'implémenter nous-mêmes. Et donc en conclusion ? Alors en conclusion, ce qu'on voulait vous faire passer aussi comme message, c'est qu'on n'a pas forcément tous besoin de cette ceinture de sécurité. D'avoir du multicluster, vous voyez, ça rajoute énormément de complexité. Il y a des choses à mettre en place, du service mesh multicluster, des GSLB potentiels, de gérer votre data dans tout ça, hein, c'est de la complexité qui arrive. Donc il faut vraiment se poser la bonne question, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Okay, nous, on veut vraiment vendre aux États-Unis, donc on en a vraiment besoin, quoi. Le truc, c'est que, pourquoi c'est complexe à mettre en place, c'est que l'écosystème multicluster, hein, il évolue beaucoup et il n'est pas encore très mature. On l'a vu avec les différentes approches. Hein. Vous avez des opérateurs qui le gèrent, d'autres qui ne le gèrent pas encore. Vous avez la ZIG multicluster qui continue de travailler là-dessus. Donc, il y a un écosystème qui bouge, qui est encore en évolution, qui essaye de faire évoluer notamment l'API Kubernetes, qui n'est jamais facile. Et puis, voilà, c'est pas encore très mature, mais par contre, c'est possible. Okay, c'est possible de le faire. Mais c'est complexe, pourquoi ? Parce que Kubernetes, il faut bien comprendre qu'il a été construit dans ce qu'on appelle un cluster universe, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre cluster Kubernetes, tout est magique. Tout est magique, vous allez mettre un opérateur Postgre en interne, en fait, vous n'avez pas besoin d'un contrôleur externe, il va vous gérer la réplication, la bascule automatique, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le cluster universe. Tout marche super bien, parce que c'est pensé pour ça, les produits sont pensés pour on déploie dans Kubernetes. Okay ? Par contre, quand on veut casser cette frontière pour faire du multicluster, du multi-région, bah c'est hyper compliqué, parce que tout a été pensé, cluster universe, et pas multicluster universe. Mais par contre, bah ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une vraie demande. Hein. Il y a beaucoup de projets qui bossent là-dessus, et c'est de plus en plus mature. Donc on va avoir un stade de maturité qui va arriver, et puis bah, vous êtes venus assez nombreux aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt aussi. Autour de cette contrainte-là. Donc il y a un vrai intérêt et on l'a vu, c'est assez complexe. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des gens qui connaissent bien leur sujet. J'en profite parce que c'est pas souvent que le. Voilà, donc donc Aurélien et Takima, par exemple, donnent des formations sur ce sujet-là et sur plein d'autres. Voilà, on peut accompagner. Voilà, Takima, on a l'expérience pour ça. On a accompagné la CASDEN, mais voilà, on donne aussi des formations et on fait gagner une formation avec le petit lien. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a le petit lien, on donne des formations autour de Kube, du GitOps, de toutes ces problématiques-là. Donc si ça vous intéresse et si ça vous parle en fait, n'hésitez pas, inscrivez-vous, hein, on fait gagner ça. C'est un super lot, c'est sur 3 jours, donc voilà, il faudra se rendre disponible 3 jours. Et puis la CASDEN, nous on est dans l'équipe avec Nico, l'équipe Archi. Il y a des super projets, vous le voyez en fait, là on parle de la CASDAL, mais ça on l'a fait à la CASDEN, hein, on ne peut pas trop en parler parce qu'effectivement il y a des problèmes de compliance. Hein, les équipes sécu sont pas là, donc c'est bon, on aurait peut-être pu finalement. Mais voilà, à la CASDEN, il y a des super stacks et ils recrutent en ce moment, il y a des super projets, donc si vous voulez rejoindre la CASDEN, n'hésitez pas, ils recrutent en ce moment. Donc, après, à Nantes, il doit y avoir BPCEIT aussi. Ouais, il y a BPCEIT aussi qui est présent à Nantes, c'est le groupe BPCE, donc allez-y, hein, il y a des super stacks. Merci à tous. Merci à tous.